placer depuis un lieu à l'intérieur de cet état de conformité vulnérable, voire à partir d'un certain respect pour elle, pour sa nécessité ou son inévitabilité, qu'écrivent Jane Austen et George Eliot, comme par obligation de représenter pour leurs lecteurs la vérité de leurs conditions, et donc d'éveiller et confirmer leur connaissance des brutalités de cette condition, et pour produire des exemples où l'âme peut apprendre à ne pas se laisser écraser par la force du compromis avec l'injustice que la société moderne suppose et impose. Parvenir à préserver notre foi dans nos désirs d'un monde éclairé face au compromis que nous passons avec la manière dont le monde existe est aussi une des visées reconnaissables de la philosophie. Aussi forte à sa manière chez Nietzsche que chez John Rawls dans Théorie de la justice. C'est une des raisons pour lesquelles je m'insurge contre la façon dont Rawls caractérise et critique le perfectionnisme moral de Nietzsche. Cette coïncidence de visée suggère-t-elle que ces romans que je me propose d'évoquer ont une dimension philosophique? Dans le climat philosophique d'aujourd'hui, où il y a plus de possibilités pour la philosophie que dans les années où je commençais à trouver ma voie, on dit que pour penser les problèmes moraux, les romans éclairent de manière imaginative ce que la philosophie tente, sinon vainement, en tout cas de façon limitée, d'articuler conceptuellement. Mais je soulignerai ici que quand ils mettent la vie de tous les jours face à elle-même, les romans que j'ai cités, qui sont des romans de la domesticité ou de l'habitation, dirons-nous, mais nous pourrions aussi les appeler au sens étymologique des romans d'économie, illustrent également l'antiphilosophie, car ils suivent un chemin contraire des envolées chroniques de la philosophie loin de l'ordinaire. Le tableau suprême de l'habitation humaine ordinaire que propose la philosophie est la caverne de Platon. Mais comment, quoi que ce soit un roman, par exemple, ou encore l'étude d'un lieu dans la nature, comme dans Walden de Thoreau, que son auteur présente explicitement comme un ouvrage d'économie, pourrait-il proposer une réfutation de la philosophie sans lui-même s'approcher de la philosophie, et donc devenir en partie philosophie? J'ai qualifié de quelque peu choquante la liaison de Nietzsche avec les romans d'économie, faisant part, je suppose, de l'incongruité que je ressentais en juxtaposant l'émotivité criarde de Nietzsche avec, pour prendre le cas le plus simple, le narrateur de Jane Austen, et la fameuse surface d'un calme mortel. C'est clair, le portrait qu'elle fait de la société est plus proche de l'imagination du social, par exemple, chez l'homonyme de Jane, John Austen, avec l'accent qu'il met sur les convenances et le respect des promesses, que de quoi que ce soit chez Nietzsche. Sans vouloir nier cela, la détresse spirituelle qu'on enregistre chez Nietzsche et qui est caractéristique de son style n'est pas inadéquate à quelque chose que l'on peut ressentir dans la prose célèbre de Jane Austen. On pourrait dire que sa prose cherche sans cesse à minimiser tout en la préservant l'expression de la détresse dans l'existence quotidienne, de façon non moins radicale que la prose de Nietzsche cherche à la maximiser. Un truc de la prose dans chaque cas est de mettre au premier plan des problèmes, celui de ses degrés de sérieux, comme pour renoncer, ainsi que le fait la philosophie, à toute prétention à l'autorité en dehors de soi. Lorsque je lis à la première page d'Emma que son héroïne semblait unir certains des meilleurs bienfaits de l'existence, on nous dit qu'elle est belle, intelligente, riche et jeune, et que ce fut le jour de noces de son amie chérie, Miss Taylor, qui a été sa gouvernante pendant 16 ans, qui, nous dit-on, est son amie, sa sœur et aussi celle qui a compensé la perte de sa mère, qu'Emma s'assit d'abord pour méditer et faire le deuil de toute continuation. Je m'aperçois que je ne sais pas bien si cette méditation signifie qu'elle est blessée de ne pas avoir son amie avec elle pour continuer le heureux mode d'existence, ou si elle suggère qu'elle est si accablée de douleur qu'elle n'arrive pas à s'imaginer vouloir que sa propre existence continue, ou si, et pour l'essentiel c'est mon sentiment, la vérité est qu'Emma elle-même ne peut faire la différence entre ces états. La détresse, l'irritation, le chagrin et la peine sont, en plus du deuil, les concepts en jeu dans cette première page, et il faudra ce que nous pouvons appeler une éducation pour formuler leurs différences. La phrase suivante maintient la pression, qui certes demeure délicate. Les noces terminées, les gens de la mariée, une fois partis, son père, celui d'Emma, et elles se retrouvèrent seules pour dîner ensemble, sans perspective d'un tiers qui va égayer une longue soirée. Cela suggère, je suppose, qu'elle a intact au point de mire la pensée du matin suivant. Mais n'y a-t-il pas aussi la suggestion
qu'elle ne sait pas combien de soirées sans joie peuvent lui être réservées dans l'avenir, ni comment la journée sera différente de la nuit. La pensée est poursuivie à la page suivante. Il faudrait peiner pendant bien de longues soirées d'octobre et de novembre, où on nous dit qu'Emma est à présent en grand danger de souffrir de solitude intellectuelle. Jusqu'où va ce danger de solitude? Je ne veux pas dire quel est son degré de vraisemblance, s'il est vraisemblable, mais de quel ordre de danger s'agit-il? Et devons-nous vraiment placer cela dans le même monde que l'isolement presque inexprimable que Nietzsche prédit dans cette préface à Humain trop humain, où il demande « Mais qui sait aujourd'hui ce que c'est la solitude ?» Pourtant, comprendrions-nous vraiment les éclats de Nietzsche si ces exemples dans les textes d'Austen et de Nietzsche étaient incommensurables? La phrase d'Austen qui suit celle où est marqué son isolement intellectuel prolonge sa définition. Elle aimait son père de tout cœur, mais il ne lui était pas un compagnon. Il ne pouvait venir à sa rencontre dans les conversations, qu'elle fût rationnelle ou badine. Or, la capacité même à la conversation rationnelle et badine s'avère avoir sa propre forme d'isolement, ou par exemple l'aliénation, et produire sa propre aspiration à la rencontre, et dirons-nous à la transcendance. Et que cette capacité reste sans correspondance témoigne d'un danger de solitude qui ne va pas sans suggérer la folie. Les pères qui n'arrivent pas à aller à la rencontre de la conversation de leurs filles, comme c'est le cas des pères en général dans le monde de Jane Austen, sont au bord de la non-existence. Il leur manque le goût du monde ou l'énergie nécessaire pour le monde. Ce sont des êtres pour qui il faut tout faire. Mais quel genre de monde est-ce donc où il n'y a point de patriarche alors même qu'on le reconnaît pour patriarcal? Et dans ces romans dits matrimoniaux, quel est le pari du mariage? Lorsque refuser de se marier est susceptible de signifier la ruine sociale, et accepter un mauvais mariage signifiera l'étouffement de l'expression, de la rationalité et du badinage, pierre de touche comique de l'aspiration perfectionniste. Je devrais avouer ici que je suis arrivé relativement tard à une fascination sans retenue pour Jane Austen, à la différence de beaucoup de mes connaissances qui l'ont lu jeune, qui étaient donc mieux préparés que moi à s'identifier avec la jubilation des conclusions de son roman, même si je perçois bien ce que celles-ci ont d'excitant, et à apprécier l'esprit de la chance, et la chance nécessaire à ces conclusions. Souvent, je me suis surpris au lieu de cela à m'attarder sur la stupidité, la sottise et la vacuité, la nature blasée, prédicat caractéristique de Jane Austen, de tant de ces personnages secondaires qui révèlent le caractère des conditions sociales que les personnages principaux, dotés d'une aspiration intérieure, doivent surmonter en eux-mêmes. Quand on en arrive à Mansfield Park, il ne reste plus pour l'essentiel personne à qui s'identifier et nous sommes libres d'imaginer sans protection, comme l'ont fait des critiques récents, la réalité de la traite des nègres sur laquelle se fonde le monde de cette maison, comme Austen nous le rappelle de façon répétée quoique délicate, et de reconnaître que cette institution, si à l'époque de la rédaction du roman on savait qu'elle était la cible d'attaques législatives, dont elle ne se relèverait pas, n'était pas finie. C'est le plus glauque des compromis avec une société imparfaite, c'est le moins que l'on puisse dire. Que montre Austen dans ses 6 grands romans, il me semble aller de pair avec le fait que parmi les femmes admirables que Jane Austen, qui ont chacune une faille, Fanny Price dans Mansfield Park est remarquable entre autres pour sa faiblesse physique inexpliquée, et j'avoue avoir envie d'y voir un signe de convalescence nietzschéenne qui nous marque comme imparfaitement adapté au monde tel qu'il est parce qu'en préparation d'une constitution plus avancée. Je trouve en passant que le film de Robert Altman, Gosford Park, est une reconstitution brillante des conditions de morosité chic que Mansfield Park nous représente. On s'étonne du mystère de cette réplique réitérée à propos de la révélation de la vérité sur le meurtre. À quoi bon ce serait de le dire, qui semble s'appliquer à la tentative de dire, ou d'avoir jamais dit, la vérité sur les conditions de la civilisation de cette demeure, en tant que telle. À qui peut-on ou doit-on la dire? Tel semble être le motif derrière la présence du producteur de cinéma américain, en repérage dans la propriété pour éventuellement y situer un film de Charlie Chan, soit un de ces films qui obéissent à la convention que le suspect, le moins probable, se révèle à la fin le coupable. Convention qui rend inconcevable d'envisager que ce qui a provoqué un meurtre n'est pas quelqu'un présent à Gosford Park, mais la présence d'un monument, tel que Gosford Park lui-même.
Cela rend le personnage de l'inspecteur incompétent non seulement d'un comique conventionnel, mais également comme quelqu'un dont la vacuité mentale, quand il néglige des indices aveuglants, semble causée par une perception vague qu'aucun des présents n'est plus en faute qu'un autre dans l'événement qui l'a amené à interroger les personnes de la maison. C'est une vérité indicible ou mythique de la vie civilisée dont le manque d'expression dissémine la vacuité mentale. L'économie d'horreur qui supporte de manière invisible la demeure principale de Mansfield Park nous rend plus difficile le fait de ne pas parvenir à imaginer les conditions tacites de l'économie chez les autres membres du genre que Jane Austen a fait sien. Dans un mode différent de celui qu'elle représente dans Emma, ou plutôt dans le même monde considéré sous une perspective différente, dans une disposition ou une économie différente, à savoir le monde qu'elle dépeint dans Orgueil et Préjugés, nous pouvons prendre le moment critique où Elizabeth Bennet, si maîtresse d'Emma, reçoit la lettre du fascinant et impénétrable Mr. Darcy, qui va la renverser la connaissance qu'elle est supposée avoir de son manque de parole et de sa cruauté, d'une manière plutôt différente de celle dont elle l'a décrit, et dont, je le crois, son public l'accepte. À cet endroit, elle se dit à elle-même qu'elle a le sentiment, entre autres choses, d'avoir été aveugle, partiale, pleine de préjugés et absurde, et termine par l'aveu « Jusqu'à présent, je ne me suis jamais connue ». Autrement dit, elle réinterprète son personnage et en vient ensuite à attribuer sa folie à la vanité et aux préjugés. Mais prêt à d'autres niveaux d'angoisse et de compromis, nous pourrions avoir envie de prendre conscience que ce qu'elle ressent comme un accès initial de connaissance de soi est la réalité d'être pour la première fois connue, reconnue dans sa différence, comme si jusqu'alors son existence avait été niée, avait subi le scepticisme poli, les petites morts de la vie quotidienne. Le pouvoir qu'a Darcy de révéler l'angoisse est présent dès ses premiers échanges avec Elizabeth. Ayant assisté à la révélation, c'en est une aussi pour elle-même, que la jeune fille fait son étude ironique du caractère humain, Darcy fait remarquer « La campagne ne saurait en général fournir que peu de sujets pour une telle étude. Dans un voisinage rural, on évolue dans une société très confinée et immuable. » Elisabeth répond « Mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours quelque chose de neuf à observer. » Peut-être Darcy voulait-il simplement dire dans son orgueil et ses préjugés que la société du beau monde est le milieu le plus amusant. Peut-être en outre entend-il faire sentir que les facultés d'amusement et d'étude qui sont à la disposition d'Elisabeth doivent dans sa situation être bornées, presque au point d'être paralysées. Elle dévie ces deux gestes en laissant entendre que ses facultés d'observation sont plus grandes qu'il ne l'imagine, que bien loin d'attendre son amusement, elles lui fournissent. Or, voir toujours quelque chose de neuf dans une société immuable, voir depuis la perspective surélevée d'un sur-matin, c'est une description exacte de ce qu'un écrivain tel que Jane Austen a appris à offrir au monde. Mais ce génie, qui se reflète implicitement en Elisabeth, sert en même temps à sceller de façon plus menaçante son isolement ou sa solitude, à montrer que sa conscience ne peut être partagée. Qu'Elisabeth elle-même reconnaisse ce danger, qui, je suppose, n'est plus attribuable à une configuration sociale particulière, me semble sauter aux yeux dans la réplique impatiente et finale qu'elle a face à l'incapacité têtue de sa sœur bien-aimée. Jane a réalisé la vérité de ses propres sentiments pour un jeune homme qui l'a blessée, et ce alors qu'Elisabeth interprète ses sentiments pour elle. Elisabeth termine en disant « Nous aimons tous instruire, quoique nous ne puissions enseigner que ce qui ne vaut pas la peine d'être su. » Je suppose que c'est là la source de l'aphorisme d'Oscar Wilde, la première de ses maximes pour l'instruction des surinstruits. L'éducation est une chose admirable, mais il est bon de se rappeler de temps en temps que rien qui vaille d'être connu ne peut être enseigné. Même si les deux écrivains ont tiré cette pensée de quelques sources communes antérieures, cela suggérerait quand même qu'une certaine pression nietzschéenne n'est pas étrangère aux forces propres à Jane Austen dans ses romans du quotidien. Je pense à l'observation de Nietzsche presque à la fin d'Humain, trop humain. Certaines gens savent s'y prendre avec ce qui leur arrive, avec leur quotidienne et insignifiante expérience, jusqu'à en former une terre fertile qui porte fruit 3 fois l'an.
tandis que d'autres, et combien n'en reste pas moins toujours à la surface, toujours aussi léger que liège, et au lieu de tirer le monde du néant, tirent du monde un néant. Je relève ici l'allemand de Nietzsche, Aus der Welt eine nicht schaffen, parle plus littéralement de créer un néant à partir du monde, et semble donc de façon plus indiscutable une juste caractérisation du nihilisme qui constitue à mon sens une image point trop forte de ce que Jane Austen perçoit, parfois comme ce qui défie partout et silencieusement son intelligence. Cela devrait être plus facile à percevoir dans le cas des derniers grands romans de cet écrivain profondément cultivé, George Eliot, à savoir Middlemarch et Daniel Deronda. Pour revenir une fois de plus à la préface d'Humain trop humain, Nietzsche conjecture qu'un esprit appelé à porter un jour le type de l'esprit libre, Freier Geist, à son point parfait de maturation et de succulence, on peut supposer que l'événement capital a été un grand affranchissement, avant lequel il n'était qu'un esprit d'autant plus asservi et apparemment enchaîné pour toujours à son coin et à son pilier. Je conclurai en posant une question sur l'affranchissement de Nietzsche et je propose une voie pour répondre à partir de George Eliot, avant de prendre congé en formulant une morale issue de mon aspiration à la philosophie. Si la route perfectionniste fait payer le prix d'un grand affranchissement, est-il tel que des femmes du temps de George Eliot, sans parler de celui de Jane Austen, auraient pu se le permettre? Si l'une des dimensions de cet affranchissement est de se libérer des pressions de la société en faveur du mariage, ou bien de quelques postes alternatifs de respectabilité, tante restée vieille fille, dame de compagnie, gouvernante, l'affranchissement suggère que l'on glisse sous la société dans l'infiniment plus de cas qui ne suggèrent que l'on s'élève au-dessus de la société. Ces quotidiens historiques ne sont-ils pas alors devenus sans pertinence pour nos réussites modernes ou post-modernes? Ou bien ce qu'ils ont de non pertinent fait-il partie de nos réussites? La voie que je propose pour répondre aux dérives du Middlemarch de George Eliot, écrit au début des années 1870, dans la même décennie qu'Humain trop humain. Il s'agit de prendre la perception que George Eliot a de son époque, en laissant ouverte la question de savoir à quel point elle diffère de la nôtre, comme constituant déjà pour les femmes du moins, en laissant ouverte la question de savoir à quel point leur destin diffère de celui du reste d'entre nous. La scène de grand affranchissement, on sait bien qu'Eliot ouvre et termine Middlemarch sur une invocation de Sainte Thérèse, qui 3 siècles plus tôt avait exigé et trouvé une expression pour sa nature passionnée et idéale dans une vie épique, la réforme d'un ordre religieux. Et Eliot met cette histoire en contraste avec un temps nouveau, appelons-le moderne, où sont nées de nombreuses Thérèses qui ne se sont pas trouvées de vie épique. Peut-être seulement une vie d'erreur engendrée par une certaine grandeur spirituelle, mal sortie avec la médiocrité des opportunités. Voilà pour la première page. La dernière, qui convoque en plus de la figure de Thérèse celle d'Antigone, annonce que le milieu dans lequel se sont façonnés leurs actes ardents a disparu à jamais. Nietzsche observera, Humain trop humain, paragraphe 223, ce qu'il y a de meilleur en nous, nous l'avons peut-être hérité de sentiments qui appartiennent à ces siècles passés et auxquels nous ne pouvons plus guère accéder maintenant par une voie directe. Le soleil s'est déjà couché, mais le ciel de notre vie en est toujours embrasé et illuminé, bien que nous ayons cessé de le voir. La réponse de George Eliot à la clôture ou au crépuscule de ce passé de grandeur est donc de devenir la romancière de l'héroïsme de la vie de tous les jours, la vie où nous, les gens insignifiants, avec nos mots et nos actes quotidiens, nous préparerons la vie de nombreuses Dorothées, héroïnes de Middlemarch, des actes cachés et non historiques desquels dépend pour partie le progrès du monde. Je suppose que George Eliot décrit un aspect de son travail consistant à créer et interpréter des mythes qui ne sont pas sans rapport avec des aspects du travail de Nietzsche et de Wittgenstein, dans l'échange suivant extrait de Daniel Deronda, où la créature étrange qu'est Mira rapporte à Deronda qu'un ami avait raconté une merveilleuse histoire de Bouddha, se livrant à la tigresse famélique pour la sauver, elle et ses petits, de la mort. Et il a dit que vous étiez comme Bouddha.
C'est ainsi que nous nous imaginons tous. Deronda objecte. Je vous en prie, n'imaginez pas cela. Même s'il était vrai que je pense tellement aux autres, il ne s'ensuivrait pas que je n'ai pas de besoin à moi. Quand Bouddha se laissa dévorer par la tigresse, peut-être avait-il lui-même très faim. Une jeune fille qui écoute cette conversation interroge « Mais est-ce que c'était beau pour Bouddha de se laisser manger par le tigre ?» Ce serait un mauvais plan, un enfant répond « Le monde serait rempli de tigres gros et gras. » Eliot poursuit « Deronda rit, mais défendit le mythe. C'est comme un mot plein de passion, dit-il. L'exagération est un éclair de ferveur. C'est une image extrême de ce qui se passe tous les jours, la transmutation du moi. Comme si, ainsi que le dit Nietzsche aussi, le grand affranchissement avait réitéré ou se heurtait à la résistance dans chaque vie. Après Emerson, George Eliot a pour ainsi dire la vision de la démocratisation du perfectionnisme. Elle demande pour chacun le droit de tenter de faire un pas en avant, vers une possibilité non réalisée du moi, vers un monde qui s'accorde à nos désirs. Et j'en suis donc amené à mon aspiration pour la philosophie d'aujourd'hui. Si je m'interroge pour savoir si Nietzsche entendait sa revendication d'un affranchissement avant tout comme une tâche épistémologique, métaphysique, religieuse, esthétique, psychique, politique ou morale, je me rends compte que je réponds volontiers, que je me contente de répondre qu'elle est précisément tout cela, et tout le temps. Mais cela signifie pour moi que chaque mot que nous proférons ou que nous réprimons est un acte capable de réactivité, au moins dans ces registres. Rien d'étonnant à ce que la philosophie vive dans la crainte du mot ordinaire. Il faut déterminer dans chaque cas si cette crainte est salutaire.